Bonjour à tous et merci aux organisateurs de m'avoir fait réfléchir sur ce thème qu'apportent les sciences participatives aux pratiques de la recherche. Donc j'ai commencé par une fouille archéologique dans ma carrière parce que ça fait 25 ans que j'ai commencé les sciences participatives et qu'il y a eu un gros changement à l'époque. Alors j'ai essayé de me souvenir, puis je me dis mais encore aujourd'hui, de toute manière, tous les jours c'est un changement, donc je vais essayer de vous raconter ça. Alors je voulais éviter ça, même si Romain il vous a un peu réveillé, mais je me suis dit mais comment des gens viennent écouter 2 fois 40 minutes d'exposé sur ce thème? Qu'est-ce qui les motive? Donc en fait j'aurais voulu discuter avec vous de vos motivations, qu'est-ce qui a fait que vous êtes venus aujourd'hui, mais je m'aperçois qu'il y a des gens en visio et donc voilà, ça va être compliqué d'avoir les retours de tous. J'imagine qu'on aime bien venir entendre un récit. Et donc, moi, je vais essayer de vous faire un récit. Un récit, c'est toujours situé. Et donc, le mien, il est situé plutôt en Occitanie, entre Toulouse et Montpellier. Et il y a un petit film qui a été fait par le service communication d'INRAE à l'occasion de la remise du prix des sciences et recherches participatives. Et donc, je vous propose de regarder ce petit film. Si ça fonctionne, tout ira bien. Nous sommes dans les années 99-2000. D'un côté, des agriculteurs bio ne parvenant pas à produire du blé dur de qualité et qui viennent trouver l'INRA. De l'autre côté, des industriels semoule pastiers obligés d'importer du blé dur bio. Le diagnostic que nous menons tous ensemble conclut à l'absence de variétés adaptées à la bio. Nous initions donc une démarche de sélection participative où chacun participe en fournissant des ressources génétiques, des terrains d'évaluation et en appréciant conjointement la qualité de la récolte. Des variétés sont obtenues et une association créée pour les diffuser et faire avancer le premier dossier d'inscription de variétés au catalogue national pour la bio. Parallèlement, certains agriculteurs décident de déployer leurs activités depuis la sélection jusqu'à la transformation du blé dur sur leur ferme. Ils deviennent paysans meuniers, paysans pastiers, paysans boulangers et questionnent la recherche sur les systèmes de culture les plus appropriés, agroforesterie, culture associée, sur les outils et méthodes de transformation artisanale, l'impact sur la qualité des produits, les pains, les semoules, les farines, les pâtes. Les réflexions ont fortement évolué en intégrant des enjeux de systèmes de culture, de pratiques d'artisans, de rôle de consommateurs et citoyens, d'organisation sociale, de santé et de nutrition. Elles se poursuivent aujourd'hui à l'échelle européenne en coordonnant une recherche participative sur des filières collectives valorisant la biodiversité. Le projet a permis de favoriser le partage dans les 2 sens des savoirs et des savoir-faire entre chercheurs et partenaires. Un premier défi a été de co-concevoir des protocoles perturbant le moins possible leur activité, tout en garantissant la qualité des échantillons collectés pour les analyses ultérieures au labo. Ce projet a aussi permis, au fur et à mesure de son avancée, d'élargir le premier cercle de participants qui allait de l'agriculteur au transformateur, en incluant maintenant des associations de consommateurs ou de malades pour co-construire d'autres projets, comme le projet Gluten Mythe ou Réalité ou le projet Activa Blé. J'ai accepté de participer au projet Gluten Mythe ou Réalité avec le Biosilame de l'Aude et l'INRA, puisque je vois qu'il y a de plus en plus de clients qui ont de l'hypersensibilité au gluten et qu'il est difficile de leur répondre sur pourquoi est-ce que mes pâtes, mes farines sont plus valables par rapport à cette hypersensibilité. J'ai eu besoin quand même de pas mal de référentiels techniques déjà à la base sur les pratiques culturales et sur les process que j'ai trouvé sur des travaux en partenariat entre l'INRAE et le Biosilame de l'Aude. Le projet collaboratif consiste tout d'abord à écouter ces acteurs de terrain, à reconnaître leur savoir. Puis on organise la production collective de nouvelles connaissances entre ces acteurs et avec les chercheurs, autour de questions et selon des méthodes que l'on définit ensemble. On se réunit tous autour d'un champ, d'un moulin ou d'un pain pour voir et comprendre comment les uns et les autres travaillent, quelles sont leurs contraintes, leurs innovations. On cherche ensemble comment adapter les procédés de transformation pour qu'ils respectent mieux la qualité des blés anciens, par exemple, ou bien encore comment fixer un prix juste pour le producteur de blé, le meunier, le boulanger, mais aussi bien sûr pour le consommateur.
s'est beaucoup interrogé, notamment sur la digestibilité du gluten, sur l'approvisionnement des farines bio, locales, farines anciennes aussi. C'était beaucoup d'interrogations qu'on s'est posées. Et ça nous paraissait intéressant, pertinent d'échanger ces interrogations avec la communauté scientifique, les chercheurs, pour avoir un peu leur point de vue et éventuellement aussi partager nos connaissances, nos techniques, nos savoir-faire. Nous allons poursuivre la recherche participative dans le cadre d'un projet européen que nous allons coordonner à partir de mars 2022 pour 5 ans sur les filières collectives valorisant la biodiversité en céréales et en légumineuses. Le montage de ce projet nous a amené à renforcer nos liens avec les associations de consommateurs, les chefs cuisiniers et les collectivités territoriales. L'enjeu sera aussi d'impliquer les personnes en situation de précarité pour faciliter l'accès de tous, et pas simplement des plus aisés, à une alimentation de qualité. Donc, si on en vient au thème du jour, et au thème de l'année même apparemment, hein, qu'apportent les sciences participatives aux pratiques de la recherche. Bon, moi j'ai toujours besoin de faire une analyse grammaticale basique, et donc sujet, verbe, complément. Les sciences participatives apportent ce fameux « que » qui peut être un « quoi » ou un « qui » aux pratiques de la recherche. Mais finalement, le verbe « apporter », les profs de français vont nous dire que si c'est « apporter », ben le complément d'objet direct, c'est un inanimé. Donc on va voir si c'est vraiment inanimé. Premièrement, le sujet. Intéressons-nous aux sciences participatives. On a la chance d'avoir une définition d'une charte qui nous dit que ce sont des formes de production de connaissances scientifiques, donc on est bien dans la recherche, auxquelles participent, ça tombe bien, il y a de la participation, avec des chercheurs, des acteurs de la société civile. Qu'est-ce que cette société civile? Qui sont ces acteurs que l'on cherche à différencier des chercheurs? Donc je me suis un peu posé la question, finalement, en réfléchissant à ce terme société civile, et j'ai retrouvé un article du Monde diplomatique, bon, pas tout récent, mais qui indiquait que ce concept de société civile, il avait refait son apparition lors des débats sur la démocratie représentative. Et en fait, la représentation, j'estime que c'est vraiment un des nœuds de l'interaction sciences et société. Quand j'entends dire qu'à INRAE, on a toujours fait des recherches participatives parce qu'on a travaillé avec des chambres d'agriculture, avec des instituts techniques, avec des grands groupes coopératifs, eh bien non, on a fait des recherches en partenariat, mais pas des recherches participatives. Avec l'expérience, je me rends compte qu'il y a recherche participative s'il y a implication directe des personnes à qui les recherches sont destinées. Moi, j'ai eu effectivement l'occasion, à mon arrivée à INRAE, de travailler avec donc, des ingénieurs, des techniciens, des chambres d'agriculture, d'instituts techniques comme Arvalis sur les céréales, l'ITAB sur l'agriculture bio. Je travaille encore aujourd'hui beaucoup avec des salariés, des groupements d'agriculteurs, que ce soit des CIVAM, des bio-CIVAM, des associations. Finalement, ces structures, elles sont beaucoup en relais, en médiation, en intermédiaire, en facilitateur, en traducteur parfois. Et je me rends compte que ça empêche, que ça inhibe un lien direct entre les chercheurs et les personnes de terrain. Que ce soit des agriculteurs, et du coup ça nous permet aussi, ça nous empêche finalement de repérer des signaux qui pourraient être intéressants directement dans les champs des agriculteurs. Moi je pense à deux cas, hein. J'ai travaillé sur l'agriculture biologique beaucoup et sur l'agroforesterie. Si je n'avais pas vu des agriculteurs qui me questionnent sur ces systèmes de culture, ce n'est pas les instituts techniques qui m'avaient questionné là-dessus. Donc, être en prise directe avec le terrain, aller sur le terrain, c'est majeur pour un chercheur, c'est une nécessité. Et quand je parle des agriculteurs, je pourrais aussi bien parler de l'enseignement agricole, où finalement je trouve que trop rarement on implique des professeurs, des jeunes élèves de ces lycées agricoles. Quand on travaille avec des consommateurs, on a aussi rarement l'occasion d'aller travailler avec la madame Duchemol qui élève ses 4 enfants toute seule et qui est au chômage et qui se bat pour leur donner une alimentation de qualité. Donc la société civile, c'est tout ça, c'est finalement qui souhaitons-nous impliquer dans nos recherches
allons les chercher, il faudrait que ce soit tout le monde. N'hésitons pas à aller aux périphéries, à aller chercher des gens avec qui on n'a pas du tout l'habitude de travailler et qui ont encore moins l'habitude de bosser avec la recherche. Bon, je ne vais pas en parler là, mais je pense que ça serait intéressant d'aborder aussi la représentation, la posture du chercheur quand il est à l'extérieur et qui représente finalement son institut. Donc il y a aussi là pas mal de trucs à dire sur la manière dont on est vu comme représentant de nos institutions. Bon, ces acteurs de la société civile, comment ils s'impliquent dans les programmes de recherche? Là, j'ai essayé de très rapidement, et au risque de caricaturer, de montrer qu'il existe un programme de recherche. Ça peut être schématiquement 6 étapes. On identifie des besoins, on formule des questions de recherche, on établit un protocole, on collecte et on produit les données, on les analyse, on les interprète et on les diffuse. Voilà. Globalement, on est tous à peu près en accord avec ça. Et il y a bien sûr une partie coordination et évaluation de projets. Dans les cadres de projets participatifs, on n'est plus du tout dans le linéaire, mais on arrive à quelque chose de relativement rond. Mais on verra que ce n'est pas que du rond, c'est surtout énormément de boucles d'action et d'ajustements qui se mettent en place. Et on va avoir des personnes qui vont s'impliquer essentiellement dans la collecte et la production de données. Là, on va être plutôt sur des projets que l'on va appeler crowdsourcing, recherche contributive, consultative ou sciences citoyennes. Tout ça, c'est à peu près globalement des synonymes. Hein. Ou bien les acteurs ils vont se mettre sur des étapes, voilà, un peu plus d'étapes. On a vu des exemples très intéressants avec Romain tout à l'heure, où on va parler de recherche collaborative, et les Canadiens aiment bien le terme recherche communautaire. Et moi, je vais plutôt vous parler de ça, c'est-à-dire quand vraiment les personnes, elles essayent de s'impliquer partout, y compris dans la co-coordination du projet, l'évaluation des impacts du projet. Donc là, on est vraiment sur des recherches très abouties en termes d'implication des gens, recherche collégiale, recherche co-créée ou recherche co-construite. Donc je vais essentiellement me situer là-dessus. Alors, qu'apporte ce type de recherche? Dans le verbe « apporter », il y a 2 notions. Finalement, il y a une notion de soutien, de poids, voilà, on apporte un truc qui pèse, et il y a une notion de déplacement. Déplacement parce que dans le verbe « apporter », il y a le mot « port », transport. D'ailleurs, cette histoire de port, ça a fait écho à mes travaux de recherche sur les céréales, parce que je me suis rendu compte que dans la mythologie romaine, on parlait de Portunus, un dieu romain, donc qui était le dieu des ports, mais aussi le dieu des portes, et qui était le dieu protecteur des entrepôts de blé des bords du Tibre. Donc j'ai dit, tiens, on retrouve des choses. Et Portunus, il se trouve que ce nom, ça a donné opportunus et le terme opportun. Et on va y revenir tout à l'heure. Opportun parce que c'était voilà, le vent était dans le bon sens pour faire entrer dans le port. Et finalement, j'ai tenté de réfléchir avec ces 2 notions en me disant, mais comment les sciences participatives, finalement, soutiennent les pratiques de recherche, ou comment les sciences participatives, elles déplacent les pratiques de recherche. Alors, dans la première partie soutien, je voudrais d'abord dire que ces sciences participatives, elles peuvent être vues, et ça, hélas, je dirais, comme un instrument facile pour faire accélérer l'adoption d'innovations qu'on fait dans nos labos. C'est très piégeux, et je pense notamment à une entreprise semencière qui était venue me trouver il y a quelques années, qui m'avait contacté parce qu'elle souhaitait mobiliser ces approches participatives pour faire adopter des variétés aux agriculteurs et plus rapidement. Et il se trouve que ces variétés étaient en plus des OGM, et c'était l'époque où on avait des débats sur les OGM. Voilà. Donc il s'était dit que tiens, les sciences participatives pouvaient les aider. Donc là, s'il s'agit juste de voir les démarches participatives comme un simple soutien, si c'est juste les voir comme, comme le fait qu'elles puissent soutenir les pratiques de recherche existantes, on n'y est pas du tout. À mon avis, les démarches participatives, elles sont dignes de ce nom quand elles déplacent, quand elles changent, quand elles bousculent absolument les pratiques de recherche. Et de fait, elles vont changer, bousculer, déplacer le chercheur.
Donc, comment elle déplace tout cela? La première des choses, c'est je pense qu'elle déplace la manière dont on considère un projet de recherche. Bon, on l'a vu tout à l'heure, hein. Moi j'avais au début une idée de projet de recherche très linéaire. Et en fait, quand on écrit un projet de recherche et quand l'appel à projet nous demande de faire un diagramme de Gantt, ça ne nous aide pas à voir, voilà, on reste dans le linéaire. De la même manière, tous les work packages, là on fait des work packages par discipline, on a le work package génétique, agronomie, sociologie, biochimie. Ça ne nous aide pas à penser différemment. Le participatif, ça nous invite vraiment dans quelque chose qui est, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, à réfléchir sur quelque chose de rond, mais pas un rond fermé, une sorte de spirale, une sorte de vortex, mais qui est dynamisante, et qui finalement nous bouge tellement qu'elle nous centrifuge et qu'elle nous sort de tous nos référentiels. Quels sont nos référentiels pour un chercheur? Alors, nos référentiels, c'est nos labos, notre paillasse, notre station expérimentale. Voilà, nos premiers référentiels, c'est ça. Bon, et bien là, on en sort. On sort de nos labos, on sort de notre bocal, on va dans le champ des agriculteurs, on va dans les fournils des boulangers, on va dans les moulins à vent des villages, on va dans les écoles, on va dans les centres d'accueil de demandeurs d'asile, on va dans des quartiers prioritaires. Et j'ai des collègues qui vont aussi, dans des maisons de retraite, travailler avec des seniors sur leur alimentation. Voilà. Donc, évidemment, c'est pas simple de trouver le bon langage, et on découvre une nouvelle culture. Bon, on a de la chance là, parce que culture en français, c'est bien dans les deux sens. On cultive la terre, mais on cultive l'esprit aussi. Donc, de notre station expérimentale, en fait, quand on va dans le champ des agriculteurs, le fameux « toute chose égale par ailleurs », qu'on connaît très bien dans la recherche, parce que dans la recherche, on est beaucoup quand même sur... on modifie un facteur, mais voilà, on en modifie qu'un pour comprendre qu'est-ce que ça va donner, sa modification. Et le reste est normalement censé être égal par ailleurs. Ce fameux « toute chose égale par ailleurs », quand on arrive dans le champ de l'agriculteur, ça devient totalement ésotérique. Là, en station expérimentale, on est habitué à avoir des dispositifs super carrés, notre dispositif carré latin à 4 répétitions avec notre plan bien fait. On arrive chez l'agriculteur et là, c'est bouleversement complet parce qu'il vient de semer les carottes et les petits pois et qu'on ne sait plus comment, dans quel sens mettre notre plan. Donc, ça oblige à une certaine créativité avec lui. De la même manière, côté matériel agricole, voilà, nous, la première fois, on s'était dit, on va venir avec juste quelques graines, quelques semences, et on va semer tout ça avec le matériel de l'agriculteur pour vraiment être dans les conditions agricoles. Or, on a très peu de semences, donc quand on arrive par rapport à une trémie d'un semoir classique, ça remplit à peine le fond de la trémie. Du coup, on se dit, on va chercher les semoirs dans la station expérimentale, mais à ce moment-là, l'équipe technique, elle en a aussi besoin pour semer. Bon, voilà, c'est pas simple, il y a des priorités à faire, il y a des coûts, il y a du temps, mais on essaye de trouver au mieux. Là, c'était aussi une équipe qui me disait que, voilà, un agriculteur qui avait vu venir un orage assez menaçant et qui était vite sorti avec sa moissonneuse-batteuse pour aller récolter son blé, il avait juste oublié de contacter l'équipe de recherche parce qu'eux devaient absolument faire des prélèvements avant récolte. Bon. Ce que l'on voit, donc il y a des ajustements réguliers de protocoles à faire, mais par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'on se rend compte que plus on va intégrer, impliquer les acteurs, et notamment les agriculteurs, dans ces cas-là, dans l'élaboration du protocole, plus évidemment, le protocole va être respecté. Le grand intérêt des sciences et recherches participatives, je me dis que finalement, c'est le sur-mesure. On aide à résoudre un problème qui est donc situé, qui est très localisé, qui va être très spécifique d'un contexte donné. Et donc, on s'éloigne complètement du modèle adaptation générale type pré-apporté qui va à tout le monde. Par exemple, on s'éloigne du modèle qui consisterait à rechercher une variété qui s'adapte à un territoire le plus large possible. Une sorte de monoculture à grande échelle, quoi. Au contraire, là, par les approches participatives, on va chercher à identifier une spécificité très locale, ultra-locale,
Et c'est en ça que je me dis que les sciences participatives, elles peuvent aussi être un levier, voilà, pour résoudre des crises environnementales. Elles permettent de prendre en compte des critères qui sont souhaités par des agriculteurs ou par des acteurs d'un territoire donné. Et ces expertises finalement ultra-locales qu'on a, elles peuvent servir aussi aller jusqu'à l'appui aux politiques publiques. Donc, voilà. Et un appui ajusté. Et tout naturellement, finalement, ces sciences participatives, ça amène à de l'indiscipline. Dans un projet, tout le monde arrive avec sa discipline et sa discipline. Donc, la première discipline, c'est ce que j'ai représenté par ce petit fouet, qui s'appelle une discipline. C'est un petit fouet de corde nouée, qui servait à s'infliger une espèce de punition, à se discipliner. Donc, dans le cadre, c'est une règle de conduite. Et il y a la discipline qui est dans le sens apprentissage, instruction, qui a donné le terme disciple. Et finalement, quand on arrive dans le champ de l'agriculteur, pour aller justement voir l'essai de comparaison de variétés de blé, l'agriculteur, il va nous parler de toute autre chose. Il va nous parler, lui, du petit veau qui est né la nuit dernière, de ses problèmes de maïs qui ont mal germé. Viens voir, Dominique, mes problèmes sur tournesol, sur la mouche de l'olivier, sur la vigne. Bon. Donc là, on est complètement à la limite de notre discipline et on se rend compte qu'en tant que chercheur, on a juste un tout petit bout du puzzle. Et le participatif, ça nous invite vraiment à regarder tous les autres morceaux du puzzle et d'aller chercher les bonnes personnes. Les bonnes personnes, c'est qui? C'est pas le copain avec qui on a l'habitude de travailler depuis des années. Et donc, on sort aussi des disciplines classiques qu'on connaît bien, génétique, agronomie, sociologie, biochimie, etc. Mais on va voir aussi du côté, pourquoi pas, des disciplines artistiques. Voilà, le théâtre, la peinture, la vidéo, la danse, qu'est-ce que ça peut nous dire aussi? L'archéologie, la santé, on va chercher le jardinier amateur, on va chercher un citoyen lambda, voilà, venez tous autour de cette parcelle et qu'est-ce que ça nous dit à tous et comment est-ce qu'on voit les choses? Qu'est-ce que ça apporte aussi, les recherches participatives? Je me suis rendu compte que ça apportait un nouveau rapport au temps. La mythologie grecque, elle nous propose 3 temps différents, qui sont représentés par 3 dieux, Chronos, Kairos, Aion. Chronos, c'est le temps de la montre, le temps chronologique. Donc là, il y a parfois difficulté à faire coïncider les chronos des différents partenaires du projet. Effectivement, on voit déjà la difficulté de trouver un créneau entre nous pour une réunion de 3 chercheurs. Donc vous imaginez quand il faut intégrer plein de personnes différentes. Et puis on se rend compte aussi que le temps de la recherche, ce n'est pas le temps de l'agriculteur, du meunier, du boulanger, du fabricant de pâtes. Quand on acquiert les données au laboratoire, on les valide, on les revalide, on les confronte à la littérature, on refait des répétitions, on vérifie et c'est souvent assez incompréhensible aux personnes avec qui on travaille et qui, elles, aux professionnels qui, eux, sont pressés d'avoir les analyses biochimiques, nutritionnelles de leur pain, de leurs pâtes, de leur farine. Donc, temporiser le chronos avec tous les partenaires, c'est un véritable enjeu. Kairos, c'est le temps opportun, c'est le temps où, un moment un peu décisif où l'avant n'est pas comme l'après. Et on se rend compte que finalement, selon le degré de participation des partenaires de la recherche, de cette fameuse société civile, on va voir les choses différemment. Si on reste sur du crowdsourcing ou de la recherche consultative, on aura beaucoup plus de temps chronos à partager avec eux. Si on est sur de la recherche collégiale comme celle dont je parle là, on est beaucoup plus sur du kairos. Pourquoi kairos? Parce qu'il faut du temps pour se connaître, du temps pour... on n'est pas avec une foule d'acteurs là, hein, on est avec quelques personnes et il faut vraiment de la transparence, de la confiance. Il faut prendre du temps pour discuter sur les valeurs de chacun, pour élaborer un cadre éthique.
qui soit partagé et co-construit par tous. Ouais, juste là, j'ai vu en fait, ça me fait penser que tout à l'heure j'ai vu le sous-projet que vous aviez proposé, là, qui était aussi autour de en quoi c'est un levier, ces approches participatives par rapport aux crises. Donc 2 mots là-dessus, parce qu'il y a un lien à faire entre Kairos et crise. Crise, quand on va voir du côté chinois, les Chinois, pour dire le mot crise, ils utilisent 2 mots, qui est danger et opportunité. Donc pour eux, une crise, finalement, c'est une opportunité, c'est un kairos pour essayer d'aller plus loin et de voir comment on peut agir ou réagir. Donc je me suis posé la question de finalement, comment est-ce que le participatif nous fait réagir? Et j'ai réfléchi à la manière dont moi j'abordais autrefois les interactions entre les plantes et leur environnement. Et il me semble qu'on était beaucoup, les généticiens, dans le fait d'adapter l'environnement à des variétés. Et on ne voulait voir que le facteur génétique, donc on essayait de rendre l'environnement à l'optimum en mettant des intrants chimiques. Puis on est petit à petit passé à essayer de trouver comment on adapte des variétés aux différents environnements. Et ça, quand on travaille en agriculture biologique, ça saute aux yeux qu'il y a différents types d'agriculture biologique, une pluralité d'environnements, et que donc on ne peut pas avoir une plante qui s'adapte à tout. Il faut absolument trouver de nombreuses variétés et de manière, comme j'ai dit, un peu sur mesure à chaque endroit. Et puis, de plus en plus, on intègre des concepts d'écologie et on va sur, mais finalement, comment une variété, elle contribue. Elle ne fait pas que s'adapter, elle contribue, c'est-à-dire elle a un effet sur l'environnement. Et de quelle manière elle peut, par exemple, pourquoi pas, permettre d'atténuer aussi les effets du changement climatique à son échelle. J'aime bien faire le lien entre les interactions génotype-environnement, comme les connaissent bien les généticiens et les agronomes, c'est-à-dire interaction entre la plante et son environnement. On peut rapprocher ça des interactions entre science et société, et notamment en comparant les sciences aux plantes. Du coup, ça m'a fait poser des questions en me disant, mais si on réfléchit encore en termes d'adaptation, est-ce qu'on en est à chercher à adapter la science à la société, à adapter la société à la science, ou bien est-ce qu'il ne faut pas réfléchir en termes de contribution, comment les deux ensemble, science et société, contribuent à répondre à des défis qui sont posés actuellement. Le temps à Ion, c'est le temps de l'éternité. Voilà, c'est-à-dire de nos projets qui rentrent dans de la durée, voire de la durabilité. Et c'est intéressant parce que les projets souvent participatifs sont longs. Voilà, on regarde la biodiversité, on ne la regarde pas une année. Ce que Romain a montré, c'était sur un temps long. C'est intéressant de voir l'évolution. Nous, par exemple, en sélection, on commence aujourd'hui à faire un croisement. La plante, on l'aura dans 15 ans. Voilà, il y a 15 ans entre un démarrage de sélection et une variété obtenue à la fin. Donc c'est du temps long. On est dans l'Ion et c'est des temps où les collectifs ils évoluent évidemment. On a de nouvelles personnes qui intègrent les projets, d'autres qui en sortent. Les nouvelles personnes qui arrivent font venir de nouvelles nouvelles questions de recherche. Et bon, vous n'avez pas pu le voir dans le petit film, mais notre projet donc de 25 ans, il a commencé par un projet où on cherchait des variétés pour l'agriculture biologique. Puis, petit à petit, il a évolué en un projet où on s'intéressait au système de culture, aux pratiques de commercialisation, aux liens avec les consommateurs, à une certaine structuration, une organisation sociale. On en est venu à des problèmes de santé, on s'est beaucoup intéressé au gluten, à des problèmes de nutrition, et aujourd'hui, on est sur des questions, des projets reconnus sur des systèmes alimentaires territoriaux. Donc, 25 ans. Entre le démarrage du projet et aujourd'hui, dans 25 ans, évidemment, le collectif a évolué, vous l'imaginez, mais on est toujours dans une super dynamique avec toujours des tonnes de projets qui arrivent. Je finirai sur les valeurs. Ce que ça apporte aussi, les sciences participatives, il me semble, aux chercheurs, c'est un alignement sur ces valeurs. Enfin, c'est très fortement ce que j'ai pu ressentir. Là, je donne l'exemple de 2 valeurs. Liberté académique, c'est cette liberté de rompre avec l'existant.
C'est cette liberté de rompre avec les anciens protocoles, les anciens référentiels, les anciennes méthodes pour affirmer du nouveau, mais toujours au bénéfice de tous. Bon, ça je crois que c'est important et ça fait vraiment écho à des réflexions, et on travaille beaucoup autour de ça, de réflexions autour de la notion de commun, de bien commun. Par exemple autour des semences. La semence, c'est quoi? Est-ce que c'est un simple produit commercial que l'on se permet de nommer matériel, matériel génétique, matériel de reproduction, ou est-ce que c'est un bien commun, un patrimoine de l'humanité, et qui est au cœur d'enjeux alimentaires extrêmement importants. Cette liberté académique, je la traduis aussi par une liberté d'objection de conscience. Voilà, on peut se permettre, oui, de s'opposer à la hiérarchie, de s'opposer aux collègues quand ils estiment que on est sur des thèmes qui ne sont pas les thèmes prioritaires de l'unité. Ça, c'est ce que j'ai beaucoup vécu il y a 25 ans quand j'ai commencé dans les approches participatives. C'était pas bien compris du tout. Donc, pouvoir dire aussi que l'évaluation des chercheurs, ça ne doit pas que reposer sur le nombre de publications, sur l'impact facteur de ces publications, mais qu'il faut réfléchir à d'autres valorisations des résultats de recherche. Comment chacun peut s'approprier ces résultats de recherche? Où est-ce qu'on met les données? Par exemple, dans le projet gluten, que l'on a terminé il n'y a pas trop longtemps, mais la première chose que l'on a fait, on est allé voir, on a fait des webinaires pour présenter toutes les données aux boulangers, aux pastiers, aux agriculteurs, au grand public. Et aujourd'hui encore, on n'a pas fait la moitié des publications scientifiques qu'on devrait faire. Mais à la rigueur, peu importe. On a pu donner les résultats des recherches, déjà en priorité évidemment à ceux qui avaient participé, mais également à tous ceux qui sont intéressés au premier chef. Justice épistémique, voilà, c'est juste... si vous amusez à taper sur Internet justice épistémique, vous n'allez pas le trouver, vous allez toujours trouver l'injustice épistémique. Effectivement, et il y a injustice épistémique quand on n'écoute pas, quand on ne donne pas la parole, quand on ne reconnaît pas l'importance d'impliquer dans nos recherches des personnes qui sont très loin, ce que je le disais tout à l'heure, hein, très loin des centres de décision, des personnes qui ne représentent finalement qu'elles-mêmes et qui ont autant à nous dire que n'importe qui. Donc, important de travailler aussi là-dessus, sur cette justice épistémique. Et puis, je voudrais aussi parler de la posture du chercheur. On est un peu un funambule quand on fait des approches participatives parce que on est chercheur engagé, mais il ne faut pas tomber dans le militantisme. Voilà. C'est-à-dire il faut tout le temps être dans la rigueur scientifique, ne pas céder à des groupes de pression, quels qu'ils soient, et on sait très bien que plus on va travailler avec la société, plus il y en a des groupes de pression. Voilà, petit exemple aussi là, sur notre projet gluten, où on avait plein d'agriculteurs qui étaient persuadés que c'était parce qu'ils travaillaient avec des variétés anciennes qu'elles étaient plus digestes. Ben non, toutes les variétés anciennes ne sont pas plus digestes que toutes les variétés modernes. Il y a bien sûr parmi les variétés anciennes des variétés digestes et d'autres un peu moins, de même que dans les variétés modernes. Ça a déplu aux agriculteurs qui pensaient ça au départ. On a déplu aux industriels quand on leur a dit écoutez, les produits artisanaux sont plus digestes que vos produits industriels. Mais on a montré pourquoi dans leur process, qu'est-ce qui n'allait pas. Voilà, rester sur une ligne de conduite qui est liée aux résultats que l'on a. Pour conclure, je me dis que comparer des sciences à des plantes, c'est autoriser leur culture, aussi bien par le jardinier amateur que par l'expert en botanique. C'est finalement autoriser leur culture, aussi bien sur un petit balcon dans un petit pot, que sur une très grande superficie. Mais c'est surtout discerner en deux mots, hein, c'est-à-dire on ne cerne pas dans un petit cercle, mais on essaye de voir quelles sont les valeurs que l'on peut mettre en avant et les valeurs de chercheurs d'un institut public. C'est-à-dire que pour un chercheur, c'est vraiment se poser tout le temps des questions. C'est choisir entre bien commun et propriété intellectuelle. C'est choisir entre financement public et financement privé.
Ça va être choisir entre carriérisme et utilité, entre graines libres de droit ou brevetées, entre monoculture et biodiversité. Voilà, on est tout le temps en train de faire des choix. Il faut que, puis de toute manière, les valeurs, j'espère l'avoir montré, mais les valeurs, elles sont au cœur de ces approches participatives, elles les forgent, elles les ajustent. Et l'important, il est justement dans ces approches, autant dans l'objectif final que l'on a, que dans les moyens, que dans les pratiques de recherche. Notre objectif final, au début, c'était trouver une variété. On peut trouver une variété tout seul dans son coin. Si on le fait de manière participative en impliquant énormément de gens, eh bien, ça a un tout autre sens. Donc, les pratiques de recherche, elles ne sont pas là juste pour permettre d'atteindre un objectif, mais grâce aux approches participatives, elles font partie de l'objectif que l'on recherche. De la même manière que l'arbre est dans la semence, la fin est vraiment dans les moyens. Je vous remercie.